Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review des premiers matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions. Comme à mon habitude, on va d'abord parler de manière plus détaillée des deux matchs des clubs allemands et ensuite je vais vous donner de manière rapide ce que j'ai pensé des autres matchs. On commence directement avec le match du mardi soir qui opposait le FC Bayern à l'Inter de Milan, match qui opposait donc les deux premiers de leur championnat respectif. Et pour le coup, il y a de quoi être frustré lorsqu'on est fan du FC Bayern. Le match a été gagné donc à Munich par l'Inter de Milan 2-1 et clairement il y avait mais vraiment mieux à faire. Bon, déjà au niveau de la compo du FC Bayern, sur le principe pas énormément de surprises avec tous les blessés qu'on a. On a Stanisic, on a Dyer, on a Minge, on a Laima en défense et clairement on va le dire tout de suite, Minge, Dyer et Stanisic en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est trop faible pour espérer aller plus loin qu'en quart de finale de Ligue des Champions. Le seul qui n'avait vraiment pas l'air perdu dans cette charnière centrale, c'était Konrad Laimer. En 6, comme depuis beaucoup de matchs, on avait Goretzka et Kimmich. Et en attaque, on retrouve Olise, Kane, Sané. Et là, évidemment, on va parler du gros débat. Pourquoi Vincent Kompany a titularisé Guerreiro en 10. Oui, parce que pour ceux qui ne savaient pas, Jamal Musiala s'est blessé lors du dernier match de Bundesliga. Et clairement, perdre ton arme offensive qui est Musiala en quart de la Ligue des Champions, ça allait être forcément plus difficile. Après, pourquoi Kompany a titularisé quelqu'un qui joue d'habitude latéral gauche ou latéral droit ou à la limite 6, ce qui n'est pas beaucoup arrivé cette saison. Je n'ai absolument aucun problème avec Raphaël Guerreiro, je pense que c'est un très bon joueur. Mais titulariser un mec qui n'a littéralement jamais joué à ce poste à Munich depuis qu'il est là, ou alors éventuellement après un remplacement, mais qui n'a en tout cas jamais été titulaire en 10 à Munich, alors que tu as littéralement Thomas Müller sur le banc, qui est un 10 et qui a toujours été un 10, je ne comprends pas. Oui, bon, après, on n'oublie pas, on est tous des coachs de canapé. Quand on regarde la télé, on se dit « Ouais, moi j'aurais fait ça à la place du coach ». On n'est pas des coachs professionnels, on est d'accord là-dessus. N'empêche que mettre quelqu'un qui n'a pas joué à ce poste titulaire avec cette équipe, je trouve ça complètement incompréhensible. Parce que clairement, quand on regarde le match en entier, le FC Bayern domine comme à son habitude. Alors, ils ont mis du temps à rentrer dans le match. On va peut-être dire quand même que l'Inter de Milan avait la possession de balle les 10 premières minutes. Mais en soi, il n'y avait pas énormément d'actions dangereuses du côté de l'Inter. Le Bayern, comme à son habitude, a vite mis le pied sur le ballon face à cet Inter de Milan qui était très bas au niveau défensif. Et donc, comme à leur habitude, lorsque le Bayern affronte une équipe assez défensive, ça fait des passes à 10, ça joue de gauche à droite, ça essaye de trouver des ouvertures. On a Olise et Konrad Laimer qui, comme toujours, se trouvent extrêmement bien et qui ont quand même parfois un peu pénétré cette défense de l'Inter de Milan. Mais c'était un peu ça le problème avec Munich, en tout cas lors de cette première mi-temps. Ça trouve pas mal d'ouvertures lors du match. Après, les ouvertures, est-ce qu'elles étaient si dangereuses que ça? On viendra sur une ou deux actions après. En tout cas, Olise et Laimer, lorsqu'ils trouvaient une ouverture, ça tirait quasiment systématiquement sur le but. Et là, il faut donner quand même les fleurs à un ancien du FC Bayern qui est Jan Sommer, qui a fait un excellent match. Et en même temps, est-ce qu'on est vraiment étonné que Sommer fasse un gros match face au Bayern? Je veux dire, littéralement, le FCB l'avait cherché à l'époque parce que face à lui, quand il jouait le Borussia Mönchengladbach, lorsqu'il était encore gardien là-bas, le Bayern n'arrivait tout simplement pas à marquer parce que Sommer, il était exceptionnel. Limite, entre le Borussia Mönchengladbach, le FC Bayern et l'Inter de Milan, là où il aurait été le moins flamboyant, c'est avec le FC Bayern. Mais en tout cas, là, il nous a vraiment mis une grosse misère. Sommer était sur tous les ballons. Et en même temps, oui, il a fait de très beaux arrêts, clairement. Après, c'était pas extrêmement dangereux non plus. Et pourquoi ça ne l'était pas? Tout simplement parce que la défense de l'Inter de Milan a regardé les matchs du FC Bayern. À mon avis, il y a eu énormément de séances vidéo. Et ils savaient que les plus grosses menaces, ça venait à droite avec Olise, avec Laimer qui faisait des passes rapides. Guerreiro, clairement, dans ce jeu-là, on voit qu'il n'avait pas l'habitude, en tout cas, de la rapidité de Olise lorsqu'il faisait les passes. Et donc, la défense de l'Inter de Milan s'est tout simplement adaptée à son adversaire. Ce qui est totalement logique. Par contre, quand on regarde de l'autre côté, Olise et Laimer très fort. Stanisic et Sané, déjà je ne sais même pas s'ils se sont trouvés pendant ce match parce que clairement on les a rarement vus ensemble. Mais Sané, sincèrement, j'en peux plus de ce mec. Ça fait des années que je le soutiens par rapport à beaucoup de mon entourage qui sont anti-Sané au FC Bayern, qui en ont marre de le voir. Moi, je trouve quand même qu'il a apporté de très belles choses parfois. C'est vrai que le côté montagne russe avec Sané, il est incroyable. Comment pendant 3 matchs de suite, ça peut être le meilleur homme sur le terrain. Et après, pendant 2 mois, il fait rien.
Non, parce que je sais pas si vous avez vu Sané sur ce match. Soit on l'a tout simplement pas vu, soit il n'osait tout simplement pas aller en 1 contre 1 face à Darmian. Oui, parce que l'Inter de Milan joue en 3-5-2. Non, désolé, ça joue en 5-3-2. Darmian était tout le temps en train de défendre, mais Darmian faisait un mauvais match. En tout cas, moi je trouvais Darmian vraiment mauvais. Sané, le nombre de fois où il y avait un 1 contre 1 possible, où il avait l'espace, on connaît les qualités techniques de Sané, même s'il perd souvent des ballons et qui nous énerve, il est justement capable de souvent faire ce pas, ce geste qui va éliminer son défenseur. Et là où aujourd'hui on en avait besoin comme pas possible, il ne l'a pas fait. Au lieu d'essayer d'affronter son adversaire en 1 contre 1, il préférait faire la passe en retrait et c'était frustrant parce que s'il éliminait Darmian, il avait un boulevard pour faire ensuite un centre sur Kane ou sur Guerreiro éventuellement. Mais non, ce n'est quasiment jamais arrivé. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est arrivé une fois. Et donc, tu te retrouves avec un FC Bayern qui a peut-être la possession, qui se fait énormément de passes, qui trouve des ouvertures, mais qui tire soit sur Zoma, soit les arrêts sont très beaux. Et finalement, tu n'as pas d'action plus dangereuse que ça. Et là arrive Harry Kane en première mi-temps et vraiment ce tir, je ne comprends toujours pas comment il n'est pas rentré. Pour rappel, Harry Kane, on en parle toujours comme un des meilleurs neufs du monde et je pense encore maintenant que c'est un des meilleurs neufs du monde. Mais le problème avec lui, souvent les gens vont dire qu'il n'est pas là lors des grands rendez-vous. Et c'est vrai que là, face à l'Inter de Milan, le match aurait pu totalement changer s'il avait fait ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire marquer des buts. Kane à 8 mètres du but, sans vis-à-vis à part le gardien Kylian Zoma, avec un boulevard à droite qui nous fait un intérieur du pied, poteau extérieur. Franchement, je pense que Kane retire 10 fois ce tir, il le marque 10 fois sans aucun problème. Le souci là pour le coup, c'était tout simplement la pression. Ça se voyait qu'il n'était pas serein sur ce match, il s'est mis une pression monstrueuse. Et il rate quasiment l'immanquable. Désolé, Kane qui rate ça, c'est inconcevable. Et là, clairement, Kane marque ce but. Le FC Bayern mène 1-0. Ce n'est plus du tout le même match. Pour une raison simple, l'Inter de Milan a joué sur les faiblesses du FC Bayern. Eux sont très forts et très solides défensivement. Et donc, ils jouent très rapidement en transition, en contre-attaque. Sauf que si le FC Bayern mène 1-0... l'Inter de Milan doit dans tous les cas attaquer plus et ouvrir beaucoup plus d'espace. Et donc le Bayern a beaucoup plus de chances de marquer dans ce cas-là. Malheureusement, c'est l'Inter qui marquera le premier but. Transition absolument folle, extrêmement bien gérée. La talonnade de Thuram sur Lautaro Martinez. Martinez qui a fait un très très gros match. Et il faut dire ce qui est, malheureusement, il nous met un but absolument exceptionnel, Martinez. Et je ne suis même pas sûr que si ce tir-là, il le retente 10 fois... qu'il le marque plus de 5 fois parce qu'un extérieur du pied aussi bien placé, aussi fort avec un défenseur devant lui. Enfin bref, le but est incroyable. Et même si on va reparler de ce qui m'a énervé du côté de l'Inter de Milan après, c'est vrai que de voir une équipe qui joue avec 2 numéros 9, ce qui est maintenant très très rare dans le football aujourd'hui, qui fonctionne, franchement, ça fait plaisir. Et donc là, tu es le FC Bayern, tu as dominé quasiment toute la première mi-temps, tu te prends un but quasiment à la 40e minute avant de rentrer dans le vestiaire. Le coup de massue sur la tête était énorme. Et on l'a bien vu en deuxième mi-temps, le FC Bayern a encore mis 10 bonnes minutes avant de revenir vraiment dans son match. Et là, pour le coup, ils ont encore plus dominé qu'en première mi-temps. Il n'y avait même plus de match entre les deux. C'est-à-dire que le Bayern a tout simplement attaqué sans relâche et vraiment l'Inter de Milan a eu une ou deux occasions que OB a très bien géré, mais mis à part ça, les assauts, ils étaient continuellement sur le but de Zoma. Bon, c'est ça le problème quand tu joues une équipe ultra solide défensivement, tu auras toujours un joueur de l'Inter de Milan qui bloquera le ballon et donc il n'y aura tout simplement pas but. Et d'ailleurs, je trouve qu'en deuxième mi-temps, c'est un autre ancien du FC Bayern qui a été excellent, Benjamin Pavard, et bordel, qu'est-ce qui nous aurait fait du bien sur ce match, un Pavard du côté du Bayern, parce que là, il a été incroyable. C'est seulement à la 70e minute que Kompany décide de se réveiller et de nous mettre enfin Thomas Müller sur le terrain. Le vrai 10 de cette équipe quand Musiala n'est pas là. Donc voilà, il a attendu 70 minutes avant de le mettre sur le terrain. Dans un contexte, on rappelle quand même vraiment bizarre, Müller qui venait d'annoncer la fin de sa carrière avec le FC Bayern cet été. Et donc, il y a une certaine aura lorsque Thomas Müller rentre sur le terrain. Tout le monde est hyper hype. Et d'ailleurs, c'est vraiment à ce moment-là où on a vu les supporters du Bayern vraiment donner de la voix pour leur équipe, là où avant c'était un peu calme, surtout depuis le 1-0 de l'Inter de Milan, où je trouve que les supporters italiens, qui étaient entre guillemets je crois que 3000 ou 4000, étaient vraiment plus bruyants que tout le reste de la Allianz Arena, et ça normalement c'est pas normal.
On a aussi donc un très mauvais Sané qui sort pour Gnabry, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu non plus. Et alors le dernier changement, celui de Sacha Boey qui rentre pour Kim Min-jae. Pourquoi? Parce que désolé, Sacha Boey, il avait été très fort avec le Galatasaray, avec le FC Bayern. Je dirais pas que c'est au niveau de Bounassar qui était à Munich et qui n'a rien fait, mais Sacha Boey n'a pas le niveau pour le FC Bayern. Alors évidemment, je pense qu'on a tous été comme des fous, en tout cas tous les fans du FC Bayern, lorsque Thomas Müller a égalisé à la 85e minute. Franchement, c'était comme dans une histoire, une très bonne histoire où tu as l'ancien qui vient sauver son club. Vraiment, il y a eu une certaine unanimité où tout le monde est en mode, voilà, tu vois Vincent Kompany, il fallait titulariser Müller, c'est lui qui nous sauve. Et finalement, 3 minutes plus tard, justement, tu as Sacha Boey et Dyer qui nous détruisent cette fin de match. Je ne comprends pas comment tu peux laisser l'attaquant seul. Ils sont 4. Il y a celui qui va centrer et il y a un attaquant seul devant le but. Ils sont 4 en défense. Kémé, il est trop loin, je suis d'accord. Mais comment Sacha Boey et Dyer ne vont pas sur l'attaquant et le laissent aussi libre? Je ne comprends pas comment c'est possible. Les gars, ils étaient tout simplement encore sur le but de Thomas Müller avant. Et franchement, tu perds le match 2-1 sur une action mais tellement débile. Le gars qui marque en plus, vraiment, c'était son premier ballon touché. Ça faisait plusieurs minutes qu'il était sur le terrain. Il n'avait pas touché un ballon, il n'était pas bon. Et là, tu lui offres le but d'une telle manière, mais tellement fragile en défense. Et c'est là où on voit, il manque Upamecano, il manque Davis. C'est faible en défense au Bayern. Et les gens qui vont commencer à tomber sur OB, désolé, sur les 2 buts, il ne peut rien faire. En plus, je le trouve hyper fort, toujours balle au pied, où ses passes, elles atterrissent exactement là où il veut. Non, OB a été bon, mais sa défense est trop faible. Noya n'aurait rien pu faire non plus sur ses buts. Et donc, score final 2-1 pour l'Inter de Milan. J'aurais bien vu plutôt le FC Bayern gagner 2-1. Et quand on regarde toute la physionomie du match, on peut se dire que le Bayern aurait dû gagner et c'est pour ça que c'est ultra frustrant. Mais donc au final, quand on voit ce match, sincèrement, j'y crois au Bayern qui passe encore en demi-finale. Je sais que ça va être hyper difficile parce que gagner à Milan, bonne chance. Mais si la physionomie ressemble à celle de ce match, que le Bayern arrive enfin à mettre ses occasions au fond, je sais que c'est pas évident, mais s'ils y arrivent, ils sont capables de gagner 3-1, 4-1 cette rencontre. Sincèrement, le match là face à l'Inter de Milan marque 2 buts, ils ont eu 3 grosses actions. Le Bayern en a eu plus que 4 ou 5 des grosses actions. Maintenant, à eux de nous montrer qu'ils sont capables de le faire. On a passé un énorme temps à détailler le match du Bayern. Maintenant, on va vite fait quand même parler de celui de Dortmund qui a eu lieu mercredi soir à Barcelone. Et malheureusement, ça va être rapide de faire le débrief de ce match. On pensait tous que c'était la rencontre la plus déséquilibrée des 4 matchs de quart de finale. Et oui, ça a été le cas. Le Borussia Dortmund s'est fait bouffer. J'ai rarement vu Dortmund se faire avoir aussi facilement. C'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on regarde toute la première mi-temps, quand je vois Yamal, 17 ans, juste s'amuser sur le terrain, parce que désolé, Barcelone gagne 4-0. En première mi-temps, si la plupart des attaquants, que ce soit Rafinha, que ce soit Yamal, Lewandowski moins, mais avaient plus fait des passes au lieu d'essayer de tirer et de jouer seul, franchement, en deuxième mi-temps, ça gagne 6-0, mais sans aucun problème. Le festival, les dribbles qui nous ont sortis, le FC Barcelone, c'était absolument désastreux de voir la défense du Borussia Dortmund se faire arracher à ce point-là. On avait vraiment l'impression qu'on avait des adultes qui jouaient contre des petits en défense. Donc franchement, Barcelone n'a pas été inquiété à un seul moment pendant ce match. Allez, non, j'abuse. On va dire que deuxième moitié de la première mi-temps, le BVB avait quelques actions. Mais comme d'hab, Dortmund qui arrive à concrétiser ses actions, bah non, ce n'est pas possible. Guirassy joue beaucoup trop perso. Et en plus, sa mentalité, je l'aime pas du tout. Julian Brandt a joué 90 minutes ce match. Kovac a laissé Brandt 90 minutes sur ce match. Est-ce que vous avez vu Julian Brandt sur ce match? Personnellement, je l'ai vu courir, faire des allers-retours. C'est tout. Je ne sais même pas s'il a eu une action dangereuse, je ne m'en souviens pas. Julian Brandt, c'était mauvais. Et il est resté tout le match sur le terrain. Enfin, ça montre un peu le coaching de Kovac actuellement. Et sur ce match, on a aussi d'ailleurs eu la confirmation que les seuls qui tiennent la route en défense,
c'est Schlotterbeck, vu qu'il n'était pas là et qu'on l'a bien vu, et que c'est Gregor Kobel, le gardien, qui en a pris 4, mais sans lui, ça aurait été vraiment pire, parce que vraiment, les 20 premières minutes, sans Kobel, t'en prends déjà 3 en fait. J'ai trouvé cette équipe du FC Barcelone ultra impressionnante. Alors je vois des personnes râler sur l'arbitrage. Oui, l'arbitrage d'ailleurs a été très mauvais, mais ça n'aurait absolument pas changé le match. Après, c'est vrai que lorsqu'il y a une contre-attaque pour Dortmund, que tu as un joueur de Barcelone qui vient, qui fauche le mec de Dortmund et qui donne même pas faute, bon voilà. L'arbitrage n'a pas été bon, mais je pense qu'il n'a pas été bon des deux côtés et que l'arbitre était juste perdu. Mais vraiment, ça n'aurait rien changé. Dortmund s'est fait malmener de A à Z. Lewandowski en mode récital qui vient crucifier une énième fois son ancien club, déjà avec le FC Bayern et maintenant avec le FC Barcelone. D'ailleurs, le niveau qu'il a encore Lewandowski actuellement, c'est énorme. On voit bien que le premier but que met Rafinha, que Rafinha pousse encore dans le but parce qu'il aurait pu la laisser, il n'était pas hors jeu parce qu'il était couvert par un mec de Dortmund, on ne sait pas ce qu'il foutait là-bas, mais il couvrait la défense. Enfin bref, Dortmund c'était nul de A à Z, ils se sont fait arracher. Et franchement, ça c'était le premier match, ils ont perdu 4-0, allez, ils auraient pu mettre un petit but, hein. À la fin, on a Baya qui marque un but qui était malheureusement hors jeu sur l'action de base. Mais franchement, 4-0, ça aurait été 6-0, ça aurait été pareil. Et là, pour le coup, je pense que personne croit à quoi que ce soit au match retour. Si c'est la même chose, je pense que Dortmund est capable de s'en reprendre 4 à la maison. Après, est-ce que Kovac est capable d'ajuster son effectif? Franchement, j'y crois moyen. De toute façon, on voit déjà que les rumeurs sont que Kovac va tenir jusqu'à la fin de saison et qu'ils vont rechanger de coach pendant l'été. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que Dortmund cette saison, la saison globale est à oublier. Donc maintenant, nos deux clubs qui sont encore en lice en Ligue des Champions, pour l'instant, personnellement, je trouve que ça pue très très fort pour les demi-finales, sont censés se rencontrer là ce week-end. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit les deux matchs de Ligue des Champions, je pense que le Bayern est capable d'écraser Dortmund. Après, faut-il encore mettre ses occasions au fond? Mais bon, Dortmund n'est même pas capable de défendre correctement quoi que ce soit. Donc au final, on verra ce que ça donne. J'espère que Olise a regardé ce qu'a fait Yamal à la défense de Dortmund et se dit qu'il est capable de faire la même. Parce que je pense que Olise est capable de faire la même. Pour ce qui est des autres matchs, c'est simple. Je pense qu'on a les deux favoris éventuels de la Ligue des Champions cette année. Parce que même si Barcelone a écrasé le Borussia Dortmund, je trouve que Dortmund est tout simplement trop faible. Alors que le PSG, vraiment, il m'impressionne. Ils ont été ultra dominants face à Aston Villa. On s'y attendait, mais pas à ce point-là. Les buts de Désiré Doué et Kvaratskhelia, waouh, c'est meilleur qu'avec Mbappé, le PSG actuellement. Et se dire que Désiré Doué aurait pu finir au FC Bayern parce que vraiment ils étaient à la lutte entre le PSG et le FC Bayern pour le récupérer et que tu vois qu'actuellement tu joues avec Sané. Alors, franchement, avoir Olise et Doué sur le terrain pour le FC Bayern, j'aurais trouvé ça absolument génial. À la place, tu as Sané. T'as un Matistel qui n'a pas réussi à faire sa place. Il va vraiment falloir faire des choses au sein de l'effectif du FC Bayern cet été. Je pense sincèrement que le PSG va se qualifier sans trop de problèmes pour les demi-finales et que Arsenal... Alors oui, j'avais dit que je voyais le Real Madrid gagner le match Arsenal au vu des blessés qu'il y a à Arsenal. Mais ils en ont absolument rien à faire des blessés Arsenal. Le match qu'ils nous ont sorti face au Real... Désolé, pour moi c'était la même domination quasiment que celle entre Barcelone et Dortmund. Arsenal a bouffé le Real Madrid et sans Courtois, c'est pas 3-0, c'est 5-6-0. Vinicius, Mbappé, Bellingham aux fraises pendant tout le match. Arsenal, ils les ont arrachés. Je ne vois pas comment le Real revient de ça. Ou à la limite, ils font comme à l'époque, et il y a les arbitres qui sont un peu impliqués là-dedans, mais même là, ça se verrait trop. 3-0, non, le Real, ils s'en vont. Et évidemment, faut le mentionner, mais Declan Rice, excuse-nous, les 2 coups francs qu'il nous met là sur ce match, meilleur tireur de coups francs des années 2020, sans aucun doute. En tout cas, waouh, le deuxième, il embrasse le rectangle, c'est magnifique. Et donc, on aurait un PSG qui affronterait une 3e équipe anglaise de suite. Mais franchement, les vibes de Arsenal-Paris, c'est des vibes de finale de Ligue des Champions tellement ces équipes sont fortes. Mais le pire, c'est que si une de ces 2 équipes rencontre l'Inter de Milan, par exemple, en finale, l'Inter qui a un jeu ultra défensif, ils sont capables de perdre face à eux. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce qui vous a éventuellement impressionné ou choqué lors de ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions.
N'hésitez pas évidemment à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour parler football. Et d'ici là je vous dis, servus!